Je propose que nous commencions. Bonjour à tous et bienvenue sur ce point de vue d'ACI Partners. Je suis Vincent Falgeras et je vais faciliter ce webinaire qui va traiter des premiers impacts de la crise sanitaire pour les assureurs. Juliana Kovacci, Christian Martin, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour Christian, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous êtes senior advisor chez ACI Partners et vous allez nous exposer vos analyses croisées et les anticipations à engager dans le monde de l'assurance. Vous avez décidé d'articuler votre exposé en 3 temps forts. D'abord, la gestion de crise, les actions à réaliser sur le court terme, puis les actions à engager sur le moyen terme. Je vous laisse donc la parole, Yolana, pour faire un rapide rappel de la situation de la crise et de ses implications économiques. Effectivement, pour démarrer, il me semble important de donner la vision d'ensemble de ce que représente la pandémie Covid-19 pour l'humanité. Cette crise est avant tout une crise sanitaire. Je partage ici avec vous les chiffres d'hier soir. Donc, dans le monde, on est à plus de 1 400 000 cas confirmés, 81 000 décès, 298 personnes guéries, parce que je pense qu'il faut aussi regarder voilà les signes positifs. En France, 110 000 cas confirmés. On a dépassé hier soir le seuil psychologique de 10 000 décès et également 19 500 personnes guéries. Je souhaite également souligner que le mode de fonctionnement de la société actuelle, de notre société, avec nos interactions, notre sociabilité, représente un environnement très propice pour le développement du virus. Et des mesures fortes ont dû être prises par le gouvernement et par les organismes agréés pour limiter la propagation. Je parle du confinement, des arrêts des activités non essentielles, de fermeture des écoles. Ces mesures ne sont pas sans contrepartie, elles ont des coûts très importants. Tous les secteurs économiques sont impactés, mais d'une manière différente. On a essayé d'identifier 3 grandes catégories. Je parlerai d'abord des secteurs économiques qui sont actuellement à l'arrêt, dont le business model est basé sur la sociabilité, la proximité entre individus, mais aussi les activités non essentielles. Je parle ici de l'hôtellerie, du tourisme, des loisirs, des transports aériens, de l'industrie auto qui est également fortement touchée. Ensuite, il y a une deuxième catégorie des secteurs qui peuvent en bénéficier de cette crise, notamment le secteur pharmaceutique, tout ce qui tourne autour du matériel médical, de soins nécessaires pour traiter les malades et se protéger contre le risque de coronavirus, mais également le secteur du e-commerce et de l'e-éducation qui est actuellement le vent en poupe. Et j'identifierai par la suite une 3e catégorie qui sont les secteurs affectés à moyen terme, qui montrent de la résilience pour l'instant, mais qui seront impactés notamment par la suite à cause du ralentissement économique qui devrait suivre. Ces mesures de confinement et de fermeture vont avoir des répercussions économiques post-pandémie. Plusieurs indicateurs sont véhiculés dans la presse, dans les différentes communications. J'ai choisi de reprendre ici 2 indicateurs qui, à mon sens, sont très parlants. D'abord, l'impact sur le PIB français à la fin du premier trimestre 2020, qui sera une perte d'environ 6%. Donc, c'est une nouvelle qui a été annoncée ce matin par la Banque de France. Également, l'augmentation de défense des risques d'entreprise, plus 8% selon la publication de fin mars de l'assureur Euler Hermes. Ensuite, il est important de regarder les conséquences sur les marchés financiers. Et ce qu'on voit est que côté marché financier, les impacts ont été immédiats. D'abord, au niveau du CAC 40, donc sur le marché action, qui a perdu environ 30% depuis le début d'année. Il est important aussi de rappeler qu'en fin de l'année 2019, le CAC 40 était à un niveau historiquement haut, avec ayant un niveau à plus de 6 000 points. Ensuite, le niveau des taux, encore une fois, il me semble important de rappeler l'environnement des taux en 2019, qui a été marqué par des niveaux de taux très bas, voire négatifs. Tout le monde se souvient, le 3e trimestre 2019, notamment au niveau des assureurs, on a beaucoup parlé des taux bas. Cet environnement, les taux bas, voire négatifs, s'est maintenu pendant les 2 mois et demi avant la propagation du Covid en Europe. Et depuis,
on voit que l'OAT a eu une évolution assez volatile entre le 11 mars, date de déclaration par l'OMS de l'état de pandémie, avec une tentative de hausse autour de 20 mars. L'OAT il est monté presque à 40 bips, mais depuis il a beaucoup redescendu pour finir le premier trimestre à des niveaux proche de zéro. Très probablement, la baisse observée sur fin mars a dû être en réaction aux annonces de la Banque centrale européenne. Et pour le monde de l'assurance, plus spécifiquement, qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce que cela veut dire? J'identifie trois enjeux majeurs pour les assureurs. D'abord, la continuité d'activité, c'est-à-dire continuer à exercer son métier d'assureur, collecter les primes, indemniser les sinistres et donc aider les assurés dans une période de détresse, bien évidemment tout en protégeant ses salariés et ses collaborateurs. Ensuite, il y a un fort enjeu financier. Compte tenu de la taille des investissements des organismes d'assurance, on parle d'à peu près 3 000 milliards d'euros d'investissement des assureurs, c'est notamment dans l'obligataire. Et ensuite, il y a un troisième enjeu qui sera l'impact de la pandémie du coronavirus sur la sinistralité des garanties déjà au bilan des assureurs. À vous écouter, on comprend la gravité des enjeux, mais aussi l'urgence à trouver des pistes de solutions. Alors, que font les assureurs là, depuis le début de la crise? Alors, effectivement, les assureurs se sont organisés pour affronter cette crise. Ils ont d'abord assuré la sécurité des collaborateurs via une généralisation du télétravail et une organisation de ce travail à distance pour respecter pleinement les mesures de confinement. Ils ont bien évidemment activé leur plan de continuité d'activité, structuré la cellule de crise. Cela a aussi nécessité de restreindre, de revoir ces procédures de gestion, de généraliser la dématérialisation. Il nous semble aussi important de rappeler qu'il convient de s'assurer que cette cellule de crise dispose d'une gouvernance permettant la prise de décision rapide, rendue nécessaire par la situation que nous vivons. Il faut également rappeler qu'il est nécessaire de mettre en place des outils d'évaluation et de suivi. Suivi des absences, en particulier des ressources clés, par exemple. Mise en place de tableaux de bord de suivi des plans d'action. Il est important aussi de renforcer sa cybersécurité. Ce risque est accru du fait du travail à distance généralisé. De communiquer vis-à-vis de ses collaborateurs, assurés, partenaires. On pense aux courtiers, agents, apporteurs, mais aussi, le cas échéant, vers le marché financier et les investisseurs. D'échanger régulièrement avec le régulateur et les organismes professionnels. On peut penser à la FFA, au CETIP. Et bien évidemment, de prendre connaissance des mesures mises en place par le gouvernement, ordonnances, mesures d'aide, et le cas échéant, de bénéficier pleinement de ces mesures d'aide. Dans cette gestion de crise, là, il est difficile de tout faire d'emblée. Quelles sont les priorités et comment voyez-vous l'agenda des dirigeants du secteur d'assurance dans les prochaines semaines? Alors, dans les actions à très court terme, donc on est en train de parler de la période présente, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité d'activité. Et cela pendant toute la durée de la pandémie. De s'assurer de disposer du cash pour faire face aux éventuels besoins de trésorerie. Cela passe donc par un diagnostic de la trésorerie et l'identification des marges de manœuvre disponibles ou mobilisables en cas de besoin. Il convient de finaliser les travaux relatifs à la clôture 2019. Il ne faudra pas oublier, par exemple, de faire mention de l'impact de la pandémie sur les comptes 2019 en annexe ou dans le SFCR, qui est une position récente de la CPR. De prendre en compte des délais supplémentaires accordés par les différents régulateurs, de 2 à 8 semaines, pour la rédaction des différents rapports attendus. D'organiser et de s'organiser pour la tenue des instances, comité d'audit, conseil d'administration AG, en conf call, en visio. Et bien évidemment de préparer la communication financière sur la gestion de la crise
et les conséquences attendues de celle-ci sur l'activité et la performance de l'entité. Définir une stratégie de communication interne et externe vis-à-vis de ses salariés, assurés partenaires, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un travail de tous les instants. Et aussi mettre en place un suivi scrupuleux de tous les incidents qui peuvent survenir. Il est également important, et je pense que vous êtes dès à présent en train de le faire, de réaliser un premier macro-chiffrage des impacts de cette pandémie sur les différentes composantes du bilan, le chiffre d'affaires. Quel est l'impact du report de cotisation? Quel est l'impact du confinement sur la nouvelle production? Quelle est la capacité de l'entité à rebondir post-Covid-19? Sur la sinistralité, on peut s'attendre à une hausse de la sinistralité sur certaines garanties. Quel est l'impact éventuel des mesures de soutien adressées au secteur par le gouvernement? Quel est l'impact sur le résultat financier? Avez-vous encore la capacité à réaliser le budget prévu de plus-value sur 2020? Et donc, estimer le résultat comptable 2020. Et surtout, la solvabilité projetée à fin 2020. Cela passe aussi par la nécessité de faire évoluer les outils d'évaluation et de surveillance des impacts liés au Covid-19, qui, selon nous, doivent être intégrés au tableau de bord du directeur général et être l'outil de pilotage de tous les instants. Cela passe aussi par la capacité à réagir et à se mettre en condition de réagir aux risques engendrés par les évolutions de marché. Marché de taux, volatilité, crédit, liquidité, action. Juliana vous en a parlé tout à l'heure. Et aussi et surtout, de démarrer dès à présent la réalisation d'une cartographie détaillée, précise, des risques techniques, financiers, opérationnels du bilan. Cela passe donc par une identification des portefeuilles et des activités qui sont soumis à ce risque et commencer à quantifier les impacts potentiels à court terme. Mais il va y avoir des impacts justement sur certaines garanties. Vous allez faire un focus, je crois, justement sur ce qui pourrait arriver et survenir sur les différentes garanties, Juliana. Oui, en fait, effectivement, dans la réalisation des cartographies et des chiffrages d'impact qui devraient être des priorités des organismes d'assurance, je pense qu'il est intéressant de souligner que les organismes d'assurance vont probablement chercher à se tourner vers quelque chose de connu, déjà existant. Donc, et à ce titre, je rappelle que la formule standard tient compte de l'impact pandémie. Donc à deux niveaux. D'abord le module LifeCat, donc sur les impacts notamment liés à la mortalité pandémique. Ensuite le scénario catastrophe pandémie santé. Bien évidemment, les garanties qui sont identifiées comme étant à choquer sont ceux impactés par une augmentation de la mortalité et donc bien évidemment sont choqués dans le sens le plus prudent comme l'indique la norme. Et ensuite, nous avons réalisé un premier exercice d'identification des garanties qui seront impactées par le Covid-19 sur le secteur des assurances de personnes. Je vous propose de les passer rapidement en revue. Donc, tout d'abord, il y a des garanties qui sont en liaison immédiate avec l'augmentation du risque d'essai, comme les frais obsèques, une augmentation de la sinistralité qui devrait voir leur sinistralité augmenter, mais c'est également le cas de l'emprunteur d'essai et des capitaux, des autres contrats avec des garanties capitaux d'essai. Côté rente conjoint, rente éducation, on voit donc un effet un peu croisé. D'abord, une augmentation du nombre d'entrées en liaison avec une augmentation de la mortalité due au Covid sur les têtes principales. Et ensuite, sur les rentes en cours, il peut y avoir un gain potentiel, notamment sur les rentes conjointes, qui est dû à une mortalité plus importante que prévu. Donc, rente en cours, effectivement, comme effet similaire à ce que je viens d'expliquer sur les rentes conjointes. Incapacité, augmentation de la sinistralité, bien évidemment en liaison avec l'infection par le Covid et augmentation du nombre de personnes en situation d'incapacité. Invalidité,
À date, nous n'avons pas d'informations concernant un potentiel impact sur le nombre d'entrées. Pourquoi? Puisque tel qu'on connaît actuellement les effets du virus, donc à la suite d'une infection avec le COVID-19, il y a soit une guérison, soit un décès. Il n'y a pas d'information comme quoi une infection par le COVID-19 conduirait à terme à une situation d'invalidité. Par contre, sur les rentes en cours d'invalidité, il peut y avoir un gain potentiel suite à une mortalité plus importante. Côté santé, il convient de distinguer deux catégories. D'abord, une augmentation de la sinistralité, donc sur les garanties, sur les actes liés directement au traitement contre le COVID-19, donc tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est consommation pharmaceutique, tout ce qui est actes d'analyse réalisés en laboratoire, toujours en liaison avec le COVID-19. Ensuite, il y a d'autres types de garanties qui, elles, peuvent voir notamment un effet au sens du gain potentiel, notamment à cause du confinement. Je parle également du dentaire, de l'optique, sur lequel les assurés ne peuvent pas voir leur professionnel médical pour consommer ce type de garantie. Et pour finir, il y a les garanties épargne qui, elles, notamment les UC, vont subir de plein fouet, quelque part, l'impact lié à l'évolution des marchés financiers. Donc, bien évidemment, ces garanties sont aussi à analyser au regard des différentes exclusions qui existent actuellement dans les contrats. Les régulateurs ont déjà réagi, notamment la CPR. Oui, effectivement, il y a eu quelques annonces réalisées par la CPR et par l'EIOPA. Donc, je souhaite me focaliser sur deux mesures en particulier. Donc, notamment, donc l'annonce par l'EIOPA de la publication sur une base hebdomadaire de la courbe de taux sans risque. Je rappelle qu'avant la pandémie, donc cette publication elle se faisait sur une base mensuelle. Donc, mesure exceptionnelle de l'EIOPA, la publication de ces courbes sur une base hebdomadaire, c'est qu'il y a un outil important pour les assureurs qui souhaitent notamment suivre de manière plutôt rapprochée l'évolution de leur ratio de solvabilité qui est très sensible à l'évolution de la courbe de taux. Et ensuite, je souhaite également parler des mesures de flexibilité qui ont été mises en place par l'EIOPA et par le CPR pour donner plus de temps aux organismes d'assurance pour répondre aux exigences de reporting prudentiel et des rapports d'information. Donc, nous avons au global entre des délais supplémentaires allant de 1 à 2 semaines jusqu'à 8 semaines, notamment pour le RSR et les rapports narratifs. Alors, vous venez de décrire des mesures à court terme, hein, et que faut-il envisager pour le moyen terme? Alors, en tout premier lieu, on avait évoqué tout à l'heure la nécessité de réaliser un premier reforecast. Il nous semble important de réaliser maintenant un reforecast budgétaire, hein, donc les résultats 2020, la solvabilité à fin 2020, intégrant toutes les conséquences connues à date, hein, on parle bien ici de connues à date, de la pandémie Covid-19, sur les sinistres, sur la sinistralité, sur les actifs, le chiffre d'affaires. Il faut aussi adapter, le cas échéant, sa politique en matière de distribution de dividendes et ou rémunération variable. Les régulateurs nous ont invités à le faire en nous rappelant que les assureurs doivent prendre toutes les mesures pour préserver leurs fonds propres et la protection des assurés. Ce qu'on peut dire à date d'ailleurs, c'est que la plupart des acteurs semblent avoir choisi de ne pas distribuer de dividendes. Il y a encore quelques structures qui s'interrogent à fin 2019. Notons toutefois que l'impact positif sur le ratio S2 devrait être autour de 10%. Le fait de ne pas distribuer ces dividendes aurait un impact positif de 10% environ. Il faut analyser les conséquences et toutes les conséquences de la situation des marchés. Toujours la même chose en matière de taux, actions, volatilité. Cette fois-ci sur la stratégie d'investissement et l'asset allocation. Est-ce qu'elle reste identique? Est-ce que la stratégie d'investissement reste celle que nous avions il y a quelques semaines?
Il faut revoir et prioriser, selon nous, les projets stratégiques. Gardez en tête, vous ne pourrez pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Il va falloir améliorer ces outils de suivi des coûts afin de les adapter en mode crise. Et surtout, identifier des économies réalisables à court terme. Vous aurez besoin de faire des économies. Il faut préparer l'arrêté prudentiel du 31 mars. Et on pose d'ailleurs la question de savoir si celui-ci ne doit pas être réalisé en mode dégradé compte tenu de la situation et des multiples priorités que vous avez par ailleurs. Il faut, selon nous, améliorer les outils utilisés pour être capable de réaliser régulièrement et rapidement des macro-chiffrages des impacts économiques et financiers de la situation du Covid 2019. La pandémie est évolutive, vous devez être réactif et il vous faut donc avoir des outils adaptés. Dès à présent, on vous invite à aussi identifier les leviers d'optimisation de la solvabilité. Cela peut passer par exemple par, je cite quelques exemples, une revue des management actions et des modèles de projection actuarielle, une revue bien évidemment de la stratégie d'allocation d'actifs, un recours accru à la réassurance, conduisant ainsi à diminuer la part de risque portée au bilan, voir si la situation l'exigeait, la capacité à renforcer ses fonds propres, augmentation de capital, émission de dette subordonnée, et enfin, évaluer la possibilité de céder des activités ou des portefeuilles si la situation l'exigeait réellement. On pense également très important de démarrer dès à présent le nouvel exercice de planification budgétaire, donc votre plan financier à 3 ou 5 ans, selon vos habitudes, qui devra intégrer le nouveau contexte post-Covid 2019. On parle ici des hypothèses économiques à prendre en compte, des hypothèses financières, la révision de l'activité et bien évidemment le résultat 2020 projeté et la solvabilité 2020 projetée. Il est également important de faire un retour d'expérience de votre dispositif de gestion de crise. Est-ce qu'il nécessite la mise à jour de ces plans de gestion de crise et de continuité d'activité? Enfin, si on se projette un petit peu plus sur la fin d'année, s'interroger sur la nécessité de renforcer la rentabilité technique des portefeuilles via, je cite là aussi quelques exemples, une adaptation de sa stratégie de souscription pour limiter la prise de risque et préparer la révision de la politique tarifaire 2021. Rechercher l'excellence dans la gestion des sinistres, renforcer la lutte contre la fraude, revoir ses process, s'assurer enfin que la couverture de réassurance est toujours bien adaptée au risk appetite. Il nous semble aussi vraiment important de mieux appréhender le risque pandémique et ses conséquences et d'adapter en conséquence sa gestion de risque. L'ORSA 2020, comme la CPR nous l'a rappelé récemment, et qui est donc à rendre avant la fin d'année 2020, devra intégrer les conséquences du Covid-19 dans l'évaluation de la situation financière et prudentielle de l'entité. On pose aussi une question, la clôture des comptes devra-t-elle être adaptée? Nécessite-t-elle une accélération ou un ajustement du process d'arrêter les comptes pour avoir une vision plus rapide de votre situation réelle en fin d'année 2020? Enfin, quelles conséquences de cette crise du Covid-19 sur l'offre produit existante? Et au contraire, ne génère-t-elle pas des opportunités pour de nouveaux produits ou de nouvelles couvertures? Alors, dans ce contexte, les dirigeants vont devoir s'appuyer aussi sur des nouvelles modélisations. Oui, effectivement, Christian mentionnait les outils de projection actuarielle et la nécessité d'appréhender les impacts de la pandémie. Donc, il nous semble intéressant de présenter les grands modèles permettant d'appréhender donc ces impacts sur un portefeuille d'assurance vie, notamment le décès.
Donc, pour commencer, je citerai en premier les modèles actuariels. Donc, comme le nom l'indique, il s'agit de modèles qui sont des modèles mathématiques, statistiques, calibrés notamment sur des informations concernant des pandémies qui ont eu lieu dans le XXe et le XXIe siècle. Donc, je mettrai ici la grippe espagnole, notamment en 1918, mais également la grippe de 1957, 1977, le SARS, le MRES, H1N1, H5N1, etc. Donc, il y a un certain nombre de pandémies et d'épidémies que le monde a connues. Souvent, ce sont des modèles de type fréquence-sévérité. Pourquoi? Parce que par définition, les pandémies sont des événements à faible fréquence, mais à très forte sévérité. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de modèles qui sont les modèles épidémiologiques, qui sont, eux, basés sur la modélisation de la propagation du virus, d'abord dans une population générale. Ensuite, cet impact est translaté de la population nationale versus la population d'assurés. Par exemple, la formule standard, elle, donc le choc de la formule standard donc, du module LIFE4 du pilier 1 a été calibré sur la base d'informations provenant d'un modèle épidémiologique développé par un réassureur. Et pour finir, il y a les modèles hybrides qui sont les plus sophistiqués, qui sont des combinaisons des approches actuarielles, épidémiologiques, mais également des informations concernant les conditions, ce qu'on appelle les as if today, donc les conditions de surveillance à date, comme par exemple des avancées médicaux, le mouvement des populations, mais également des mutations qui peuvent avoir lieu entre les virus, qui permettent également, dans certains cas, de simuler l'endroit où le premier patient a été atteint, ce qui permet de construire différents scénarios susceptibles de se produire aujourd'hui. Donc voilà sur le panorama des différentes familles des modèles. Un point qui me semble particulièrement important, c'est la compréhension. Pourquoi? Puisque pour bien modéliser, il faut bien comprendre la pandémie et donc, disposer notamment disposer des données en entrée de la modélisation qui soient de bonne qualité. C'est pour ça que on cite des données historiques de qualité, notamment pour mettre en avant une des difficultés auxquelles nous, les acteurs, devons faire face pour avoir des données propres concernant notamment les pandémies les plus anciennes. Par exemple, la grippe espagnole de 1918, qui, elle se produit en même temps que la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, vraiment, bien essayer d'avoir ces informations propres. Ensuite, un deuxième point important qui est l'impact sur la population nationale versus l'impact sur la population d'assurés. Comme vous le savez, il y a des biais importants entre la population d'assurés et la population nationale, comme par exemple une concentration plus importante de la population d'assurés donc au niveau urbain. D'autres biais nous viennent par exemple via des concentrations de certaines garanties sur des tranches spécifiques d'âge. Par exemple, décès emprunteurs, nous avons une concentration sur les bandes d'âge des gens actifs. Sur les produits de type funéraire, une concentration sur les bandes d'âge plutôt âgées. Donc voilà, dans la modélisation, quand on fait d'abord une modélisation sur la population nationale, ces effets doivent être translatés et donc pris en compte, ces biais doivent être pris en compte dans la modélisation. Et ensuite, je souhaite insister sur la qualité des inputs liés au portefeuille. Donc, d'avoir de bonnes informations concernant les garanties qui sont couvertes, les exclusions, les franchises, la durée de couverture. Donc voilà, tous ces paramètres sont des facteurs très importants au moment où nous réalisons de la modélisation et l'estimation des impacts des effets pandémiques. Nous arrivons au terme de cette séance. Christian, en conclusion, quelles sont les premières leçons à tirer de ces événements, sachant que nous sommes qu'au début? Alors, la première chose qu'il me semble important de rappeler, c'est la crise actuelle nous rappelle une chose,
Même les risques considérés comme peu probables, éloignés, exogènes, peuvent nous atteindre. Il est donc important, selon nous, de les évaluer de façon juste, de déployer des dispositifs de maîtrise de ces risques afin de renforcer sa résilience, bien sûr, tout en préservant un fonctionnement agile. Cela passe, ça ne vous a pas échappé, par un investissement supplémentaire sur la gestion des risques et la définition de plans de remédiation. Une nouvelle fois, je souhaiterais insister sur le fait de capitaliser sur cette crise via un retour d'expérience pour adapter son dispositif de gestion de crise pour le futur, via la mise à jour de son plan de gestion de crise et de continuité d'activité. On l'a dit aussi à plusieurs reprises, la pandémie continue de se développer, nourrissant ainsi de nombreuses incertitudes sur ses conséquences. À cette heure, toutefois, deux certitudes. Une profonde récession économique semble inévitable, probablement la plus grave depuis 1929, si l'on s'en tient aux propos de notre ministre de l'économie. Aussi et surtout, cette crise du Covid-19 vient en sus de l'environnement de taux historiquement bas qui mettait le secteur de l'assurance sous tension. On a tous en tête la décision de l'agence de notation Fitch à mettre le secteur de l'assurance vie française sous surveillance en fin 2019. Ces difficultés prévisibles doivent nous conduire donc à travailler dès à présent à préparer l'après-crise. Pour cela, il faut toujours, selon nous, évaluer à 360 degrés les impacts sur l'entité et le business model de cette crise, de ce Covid-19 et de cet environnement de taux bas. Il faut dès à présent préparer les adaptations nécessaires, des nouveaux modèles opérationnels peut-être, repenser ces modèles d'organisation, renforcer ces outils de pilotage technique et financier et le faire dès maintenant. Il faut aussi, dès maintenant, réfléchir à peut-être réorienter sa stratégie, l'adapter, mais aussi, pourquoi pas, à saisir toutes les opportunités d'opération qui pourraient survenir, des cessions de portefeuille, mais aussi et surtout des acquisitions ou des fusions. Donc voilà un petit peu notre vision des conséquences de cette crise à cette heure. Et encore une fois, cette crise est évolutive et il faudra continuer à faire ce travail de suivi au quotidien. Juliana, Christian, merci pour cet angle de vue focalisé sur le monde de l'assurance. On me fait savoir là en régie qu'il y a des questions et nous allons bien entendu y répondre. On va le faire par mail. On rappellera directement les personnes qui auront répondu à ces questions. Par ailleurs, tous les participants qui sont intéressés pourront retrouver sur notre site ACI Partners l'enregistrement de ce webinaire. Il y a également les coordonnées des intervenants en fin de présentation. Donc, je vous remercie. Rendez-vous au prochain point de vue d'ACI Partners. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci Vincent, merci à tous. Au revoir.